J'ai enterré Alfredo un mercredi pluvieux. Le ciel semblait pleurer ce que je ne pouvais plus. Mes larmes s'étaient taries au cours des dernières semaines passées à l'hôpital, à voir mon mari de 52 ans dépérir un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que son regard ne me reconnaisse plus. Ce jour-là, devant le cercueil d'acajou qui avait coûté plus cher que notre premier appartement, je n'ai ressenti qu'un vide inexplicable. Comme si le trou qu'ils avaient creusé dans le sol pour lui était ouvert à l'intérieur de moi. « Vous allez bien, Donna Lucia ?» me demanda le père Antonio en me tenant le coude pendant que les gens se dispersaient. Le cimetière commençait à se vider, mais J était toujours là, immobile. Je réponds automatiquement « Oui, je vais bien ». C'est ce que tout le monde s'attendait à entendre. À 65 ans, je devrais savoir comment faire face à la mort, n'est-ce pas? J'ai perdu mes parents, quelques amis, mais un mari, un compagnon de 5 décennies, c'est comme perdre une partie de son propre corps. Mes enfants, Miguel et Elena, m'ont entouré de leur famille. Miguel, toujours formel dans son impeccable costume sombre, consultait sans cesse sa montre. Elena pleurait théâtralement. Elle avait toujours été la plus émotive des deux. Leur mari et mes 3 petits-enfants gardaient des expressions solennelles mais distantes. Pour eux, le deuil était plus une obligation sociale qu'un véritable sentiment. « Rentrons à la maison, maman », dit Elena en essuyant ses larmes avec un mouchoir de soie noire. « Tu as besoin de te reposer. »« Pas encore », ai-je répondu, ressentant enfin autre chose qu'un engourdissement, un besoin inexplicable de rester quelques minutes de plus. Comme si, en quittant le cimetière, je confirmais que tout était vraiment fini. « Va-t'en, Carmem m'emmènera plus tard. » Aunt, mon amie Carmem, a hoché la tête de loin, confirmant qu'elle s'occuperait de moi. À contre-cœur, mes enfants sont partis avec leur famille dans leurs voitures importées. Des cadeaux d'Alfredo, bien sûr. Il avait toujours été généreux avec eux. « Viens, Lucia », m'a dit Carmem quand tout le monde est parti. À 70 ans, elle conservait une énergie que j'enviais. Veuve depuis 15 ans, elle semblait avoir trouvé le moyen de renaître après la mort de son mari. « Prenons d'abord un café. Tu n'as pas envie de retourner dans cette maison vide maintenant. » Dans le petit café qui jouxte le cimetière, je regarde par la fenêtre la pluie qui épaissit. Les gens couraient se mettre à l'abri, des parapluies colorés parsemant les rues grises. « Lorsque Paul est mort, » dit Carmem en remuant son café, « j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. Mais la vie a une drôle de façon de continuer, qu'on le veuille ou non. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Paolo, le mari de Carmem, était un homme bon qui était mort subitement d'une crise cardiaque. Alfredo est mort lentement, rongé par un cancer qui lui a d'abord pris ses forces, puis sa lucidité, et enfin, sa vie. 2 façons différentes de partir, 2 façons différentes de être laissé derrière. Le docteur Marcos m'a appelé, ai-je finalement poursuivi. Il veut que je vienne à son cabinet demain, pour s'occuper du testament d'Alfredo. « Tu veux que je t'accompagne ?» demanda Carmem. « Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu, même si une partie de moi voulait être avec lui. Ce n'est probablement qu'une formalité. Alfredo a toujours été organisé pour ce genre de choses. Alfredo a en effet toujours été méticuleux avec les documents. Comptable de formation, il organisait notre vie financière avec une précision qui m'irritait parfois. Chaque dépense était écrite, chaque investissement calculé au millimètre près. « Lucia, tu dois comprendre où va chaque centime », répétait-il lorsque je remettais en question la nécessité d'un tel contrôle. Cette nuit-là, seule dans la maison que nous avions partagée pendant près de 5 décennies, j'ai réalisé que je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie à partir de maintenant. Notre chambre, qui n'était plus que la mienne, me semblait trop grande. Le lit, trop vide. Je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas retiré ces médicaments de la table de chevet. J'ai mal dormi, hanté par des rêves où je cherchais Alfredo dans des couloirs sans fin. Lorsque je me suis réveillée, l'horloge indiquait 5h30 du matin. L'heure à laquelle je commençais habituellement à préparer les sauces pour le restaurant, il y a des décennies, avant que nous puissions engager une équipe complète. Le cabinet du docteur Marcos se trouvait au centre de la ville, dans un vieux bâtiment à l'architecture coloniale préservée. Son bureau a conservé le même décor qu'au cours des 30 dernières années. Des étagères en bois sombre remplies d'ouvrages juridiques, un lourd bureau en acajou et des fauteuils en cuir usé. « Donna Lucia », se leva-t-il lorsque j'entrai, indiquant la chaise devant lui. « Je vous renouvelle mes condoléances. »« Merci, Marcos », ai-je répondu. Nous nous connaissions depuis si longtemps qu'il m'arrivait d'oublier les formalités.
s'était occupé de toutes les questions juridiques du restaurant et de la famille pendant des décennies. Passons aux choses sérieuses. Il a semblé hésiter, ajustant ses lunettes alors qu'il ouvrait un dossier noir sur la table. J'ai alors remarqué que ses mains tremblaient, légèrement. « Eh bien, Madame Lucia, nous devons parler du testament d'Alfredo. » Il évite de me regarder dans les yeux, ce qui me met un peu mal à l'aise. Il a laissé des instructions précises. « J'imagine », ai-je répondu en essayant de paraître décontracté. Alfredo n'aurait jamais rien laissé au hasard. Le docteur Marcos renifle, visiblement mal à l'aise. « Madame Lucia, je ne sais pas comment le dire, alors je vais être direct. Alfredo a modifié son testament il y a environ 2 ans. La dernière version, eh bien, vous n'y figurez pas en tant que bénéficiaire. J'ai eu l'impression que l'air avait été soudainement aspiré hors de la pièce. Comment ça, je ne suis pas inclus? Tous les biens, y compris la maison, les investissements et le restaurant Bella Tavola, ont été transférés directement à vos enfants, Miguel et Elena, à parts égales. Mes mains se sont mises à trembler lorsqu'il m'a tendu le document. Je lis chaque ligne, chaque paragraphe, cherchant désespérément mon nom. 52 ans de mariage, et mon nom n'apparaissait nulle part sur ce papier. Il doit y avoir une erreur, ai-je marmonné, sentant le sang écouler de mon visage. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donna Lucia, a répondu le docteur Marcos, son ton professionnel mêlé à une véritable pitié. Il s'agit du dernier testament valide, signé et enregistré il y a 2 ans. Il a été signé et enregistré il y a 2 ans, en ma présence et en celle du docteur Oliveira. J'ai regardé la date, le 15 mars, il y a 2 ans. J'ai fermé les yeux, essayant de me rappeler ce qui se passait dans nos vies à ce moment-là. Alfredo avait déjà reçu le premier diagnostic de cancer, mais il se portait encore bien, il travaillait encore. J'avais pris des vacances pour rendre visite à ma sœur au Portugal. C était pendant ce voyage? Pendant mon absence? J'ai demandé. Le restaurant aussi? Presque à voix basse? Bella Tavola? Le docteur Marcos a hoché la tête, détournant le regard. Oui, Madame Lucia, tout a été transféré à vos enfants. Bella Tavola, notre restaurant. Celui que j'ai ouvert dans la petite cuisine de la maison, quand Alfredo vendait encore des assurances et que nous pouvions à peine payer le loyer. Le restaurant qui a commencé avec des tables improvisées dans la salle à manger, ne servant que des amis proches, et qui est devenu, établissement le plus prestigieux de la ville. Je me souviens, être réveillée à 4 heures du matin pour préparer la sauce tomate selon la recette de ma grand-mère. La pâte que j'ai étirée à la main jusqu'à l'âge de 70 ans, lorsque mes poignets ont commencé à faiblir. Les nuits où je restais éveillée jusqu'à la fermeture, comptant la caisse avec Alfredo, rêvant de l'avenir, rien n'était à moi, pas même l'endroit que j'avais construit de mes propres mains. Je comprends, ai-je répondu automatiquement, même si je ne comprenais rien. Madame Lucia, je sais que c'est un choc. Si vous voulez consulter un autre avocat pour avoir un deuxième avis, non, je l'ai interrompu en reprenant un peu de sang-froid. Je vous fais confiance, Marcos. Si vous dites que c'est le document valable, alors c'est le cas. J'ai quitté le bureau en état de choc. Le soleil de midi m'a aveuglé momentanément lorsque j'ai posé le pied sur le trottoir. Les gens passaient devant moi, inconscients du fait que mon monde venait de s'effondrer pour la 2e fois en moins d'1 semaine. C'est Carmen qui m'a sauvé ce jour-là. Contrairement à ce que j'avais demandé, elle m'attendait dans le café en face du bureau. Elle a vu mon visage et a tout de suite compris. « Le vieux salaud t'a laissé sur le carreau, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle directement lorsque je m'assis à son bureau. Les larmes que je n'avais pas versées à l'enterrement sont enfin venues, en sanglots incontrôlés qui ont attiré les regards curieux des autres clients. Carmen a rapidement demandé l'addition et m'a emmené chez elle, dans un appartement confortable situé à quelques rues de là. Dans le salon de Carmen, après 3 verres de liqueur d'amande, j'ai enfin réussi à tout lui raconter. Elle m'a écouté en silence, son visage passant de la surprise à l'indignation, puis à la colère. « Ça ne peut pas continuer comme ça, Lucia, » dit-elle enfin, les yeux brillants de détermination. « Cela ne peut pas durer. Qu'est-ce que je peux faire? Le testament est valide. En tant qu'avocate à la retraite, je dis que tout document mérite un second regard. Carmen avait été une avocate respectée dans le domaine du travail avant de prendre sa retraite. Laissez-moi revoir ce testament. » À contre-cœur, je lui ai tendu la copie que le docteur Marcos m'avait donnée. Carmen a mis ses lunettes de lecture et a examiné méticuleusement chaque page, marmonnant de temps à autre. C'est à la 4e page, au 2e paragraphe, qu'elle s'est soudain arrêtée. Elle se leva,
s'approcha de la fenêtre pour mieux voir et poussa une exclamation. « Lucia !» dit-elle, les yeux brillants derrière ses lunettes. « Ton nom était là. Regarde !» Elle montra une marque subtile sur le papier. « C'est une rature. Quelqu'un a modifié ce document après sa signature. » Je m'approche, incrédule. Sous la lumière directe, il était possible de voir une faible marque, comme si quelque chose avait été effacé et réécrit. Mon cœur s'emballe. « Cela change tout », poursuit Carmem, déjà en mode professionnel. Nous pouvons contester ce testament en invoquant la falsification de documents. De plus, nous pouvons demander à un expert médico-légal de le confirmer. Pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent ou de la propriété, mais de la justice. Il s'agissait de ne pas laisser 5 décennies de ma vie être simplement effacées, comme mon nom sur ce document. J'ai demandé par où commencer, sentant une nouvelle vigueur couler dans mes veines. La première chose que Carmem m'a suggérée a été de ne pas confronter mes enfants tout de suite. « Nous avons besoin de plus d'informations », a-t-elle dit. « Allons d'abord au restaurant. Voyons comment les choses se passent là-bas. » Bella Tavola occupait une demeure historique rénovée dans le centre-ville. Le bâtiment de 2 étages, avec sa façade en terre cuite et ses grandes fenêtres, était une attraction en soi. Nous avons acheté la propriété alors que nous avions déjà établi le restaurant dans un autre endroit, plus petit, il y a environ 25 ans. La rénovation a duré près de 2 ans. J'ai tenu à conserver les éléments d'origine, comme les sols en marbre et les détails en bois sculptés. C'était un lundi. Il était 11 heures du matin. Le restaurant était fermé aux clients, mais le personnel de cuisine était déjà en train de tout préparer pour le service de midi qui commençait à 12h30. Depuis 50 ans, je ne manquais aucun lundi. Était le jour où, traditionnellement, je faisais les comptes de la semaine précédente, planifiais le menu et réglais les questions administratives. Je gare ma voiture, un modèle compact qu'Alfredo avait insisté pour m'acheter il y a 3 ans, disant que j'avais besoin d'indépendance. Une des rares choses qui était à mon nom, pensais-je avec amertume. Je suis entré par la porte arrière, comme je le faisais toujours. L'odeur familière des oignons caramélisés et du bouillon de légumes en ébullition m'a frappé comme une vague de nostalgie. L'espace d'un instant, je me voyais presque 30 ans plus jeune, dirigeant cette cuisine avec énergie et précision militaire. « Madame Lucia !» s'exclame Paolo, le sous-chef qui travaille avec nous depuis 15 ans. Son visage poupin s'est véritablement illuminé lorsqu'il m'a vu. « C'est gentil d'être venu. » Les autres membres de l'équipe de cuisine, environ 8 personnes à l'époque, ont arrêté ce qu'ils faisaient et se sont tournés vers moi. Il y a eu un moment de silence gênant, comme si personne ne savait exactement comment réagir. Étais-je la veuve du chef, l'ancienne patronne, ou simplement une visiteuse ? « Bonjour à tous », répondis-je en essayant de paraître naturel. « Je suis juste venu voir comment les choses se passaient. » Antonio, le maître d'hôtel que nous avions engagé alors qu'il n'avait que 16 ans et qui, à 60 ans, faisait pratiquement partie de la famille, s'est approché du salon. Son visage fatigué s'est illuminé d'un sourire sincère lorsqu'il m'a vu. « Donna Lucia », il m'a pris les mains affectueusement. « Vous nous avez manqué à l'enterrement. Nous voulions y aller, mais... » « Je sais », l'ai-je interrompu doucement. Le restaurant ne pouvait pas fermer, même pour l'enterrement du propriétaire. Les affaires sont les affaires, comme Alfredo le disait toujours. « Tout va bien. Comment ça se passe ici ?»« Différente ?» répondit-il honnêtement. Antonio avait toujours été franc avec moi. Miguel était ici vendredi, pour faire des comptes. Et Madame Elena a passé la journée d'hier avec... Il hésite. Avec ? J'insiste. Avec une dame que nous n'avons jamais vue. Elles ont passé en revue le menu, apparemment. Je fronçai les sourcils, intriguée. Elena ne était jamais intéressée au restaurant, si ce n'est pour inviter des amis à dîner sans payer. Et Miguel, même s'il aidait parfois à la comptabilité, avait sa propre société de conseil à gérer. La table de la dame est réservée, comme toujours, poursuit Antonio en indiquant la petite table dans le coin de la cuisine, près de la fenêtre qui donne sur le jardin. Je vous sers un café ? Ma table, au moins, elle était encore reconnaissable comme étant la mienne. Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu, en m'asseyant et en ressentant un étrange réconfort à me retrouver dans cet espace. Le bureau contenait mon carnet de notes, le livre de caisse de la semaine et un peu de correspondance. Il semblait que rien n'avait changé. J'ai ouvert le grand livre par habitude, en attendant mon café. Les notes étaient différentes, une écriture qui
étaient ni la mienne ni celle d'Alfredo. Des chiffres organisés différemment de ceux que j'avais l'habitude d'utiliser. De nouveaux fournisseurs que je ne reconnaissais pas. « Votre café, Donna Lucia », dit Antonio en plaçant la tasse devant moi. « Autre chose ? Qui s'occupe de la comptabilité maintenant, Antonio ?» demandai-je en montrant le livre. Il hésite encore, mal à l'aise. « La dame qui est venue avec Donna Elena. Elle est là presque tous les jours depuis... Enfin, depuis ce qui s'est passé. Et comment s'appelle-t-elle ? Mariana. Mariana Campos. » Ce nom ne me disait rien, mais j'ai senti un picotement désagréable à l'arrière de mon cou. J'ai continué à feuilleter le grand livre, remarquant des changements subtils dans les achats, des réductions chez certains fournisseurs qui travaillaient avec nous depuis des décennies, une augmentation des quantités d'articles que nous n'utilisions jamais beaucoup. C'est alors que la porte de mon ancien bureau s'est ouverte et qu'elle est sortie. Des cheveux blonds foncés, probablement teints, coupés à la longueur des épaules. Un maquillage impeccable, même à cette heure de la matinée. Une robe moulante aux genoux et des talons trop hauts pour quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Elle ne semblait pas avoir plus de 45 ans. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, j'ai lu de la surprise dans ses yeux. Mais elle s'est vite reprise et a forcé un sourire en s'avançant vers moi. « Bonjour, Lucia », dit-elle sans se présenter, en me tendant la main. Elle ne m'a pas appelée Donna, comme tout le personnel, mais, quelle surprise, je lui ai serré la main automatiquement, sentant ses longs ongles, peints en rouge foncé, contre ma paume. « Qui êtes-vous » demandai-je directement, bien que je me doutais déjà de la réponse. « Je pensais qu'Alfredo vous l'avait dit », a-t-elle souri, prenant place en face de moi sans se faire prier. « Je suis Mariana Campos. Il y a quelques années, je vous aidais pour des questions administratives. Maintenant, j'aide vos enfants à tout organiser. Ils n'ont pas votre expérience, bien sûr. Le naturel avec lequel elle parlait d'Alfredo, l'intimité implicite dans ses paroles, la façon dont elle prenait place dans mon restaurant, tout cela me retournait l'estomac. La réalité de la situation commence à se cristalliser dans mon esprit comme un puzzle macabre. « Combien de temps ?» demandai-je en essayant de garder une voix stable. « 8 ans », a-t-elle répondu avec désinvolture, comme quelqu'un qui commente le temps qu'il fait. Elle a pris ma tasse de café et en a bu une gorgée, laissant une trace de rouge à lèvres sur le bord. J'ai commencé à m'occuper de la comptabilité lorsque son entreprise s'est agrandie. Puis, les choses ont évolué vers un partenariat plus large. 8 ans. 8 ans pendant lesquels je me suis occupée du restaurant, de la maison, des petits-enfants qui commençaient à arriver. 8 ans pendant lesquels j'ai ignoré les signes, les réunions tardives, les voyages d'affaires prolongés, le désintérêt croissant pour notre vie intime que j'attribuais à l'âge. « Il disait que tu ne savais rien gérer », a-t-elle poursuivi, son ton presque compatissant rendant la chose encore plus cruelle. « Que tu avais un talent pour la cuisine, mais que pour les affaires », elle haussa les épaules. « Eh bien, je suis là pour arranger ça. » La colère est montée dans ma gorge comme de l'acide. J'avais envie de crier, de renverser la situation, d'arracher ce sourire dominateur de son visage. Mes 50 ans d'autodiscipline ne s'effacent pas facilement. Au lieu de cela, j'ai refermé le livre avec un calme étudié et je me suis levée. « Merci pour ces informations, mademoiselle Campos », ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Je contacterai bientôt mes enfants. » Je quittai la cuisine la tête haute, ignorant les regards inquiets du personnel. Ce n'est que lorsque je suis arrivée à la voiture que j'ai fermé la porte et démarré le moteur que j'ai laissé venir les larmes. Des larmes de colère, d'humiliation et d'une douleur si profonde qu'elle semblait physique. Carmen m'attendait à la maison, impatiente d'avoir des nouvelles. Lorsque je lui ai parlé de Mariana, elle a lâché une série de jurons que je n'aurais jamais imaginé qu'elle connaissait. Et dire que je l'ai toujours trouvé si juste, si droit. « Et mes enfants ?» ai-je murmuré, essayant encore de tout assimiler. « Ils savent, ils travaillent avec elle. » Lucia, car même s'est arrêtée devant moi, me tenant fermement les épaules. Cela explique la modification du testament. Elle l'a certainement manipulé, et peut-être que ses enfants ont été manipulés aussi. Je voulais le croire. Je voulais penser que Miguel et Elena, que j'ai élevés avec tant d'amour, n'auraient pas participé sciemment à quelque chose d'aussi cruel. Mais le doute était déjà installé. J'ai passé les jours suivants dans un état d'hébétude, ignorant les appels d'Elena et de Miguel. Je n'étais pas prête à les affronter,
Carmem a commencé à enquêter discrètement en consultant d'anciens collègues avocats sur la possibilité de contester le testament. Une semaine après la visite au restaurant, alors que je rangeais la chambre que j'avais partagée avec Alfredo pendant tant de décennies, j'ai trouvé quelque chose qui allait tout changer. Entre les pages du vieux livre de recettes que ma mère m'avait offert en cadeau de mariage, il y avait une enveloppe jaunie par le temps. L'écriture d'Alfredo sur le papier usé trahissait déjà l'ancienneté du document. Pour Lucia, si nécessaire, je me suis assise sur le bord du lit, le cœur battant la chamade. Depuis combien de temps cette enveloppe était-elle là, cachée parmi les recettes que je consultais rarement ces dernières années, depuis que j'avais mémorisé tout ce dont j'avais besoin pour le restaurant? Les mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et dépliai une simple feuille de papier. Chère Lucia, si tu lis ceci, c'est parce que je ne suis plus là, et aussi parce que quelque chose a mal tourné. Je n'ai jamais été un homme de parole, tu sais. À table, tu étais celle qui alimentait la conversation, qui faisait en sorte que les invités se sentent chez eux, tandis que je me contentais de hocher la tête et de sourire. C'est peut-être pour cela qu'au fil des ans, j'ai cessé de dire tant de choses importantes, comme l'admiration que j'ai pour ta force, combien j'ai toujours envié ta capacité à communiquer avec les gens. Combien Bella Tavola n'aurait jamais existé sans ton talent et ton dévouement. Mais je dois avouer quelque chose qui me ronge depuis des années. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. La pire d'entre elles a été de laisser Mariana entrer dans nos vies. Tout a commencé par une aventure stupide, l'une de celles que les hommes faibles comme moi ont lorsqu'ils pensent qu'ils vieillissent. Une attention différente, une nouvelle forme d'admiration, quand on est déjà habitué à la routine d'un long mariage. J'avais tort, et je l'ai regretté dès le premier jour. Mais elle est intelligente. Elle a découvert l'existence du restaurant, de nos biens, et il ne s'agissait plus seulement d'amitié. Était une question d'argent. J'ai essayé de rompre plusieurs fois. À chaque fois, elle avait une nouvelle menace. Tout te dire, exposer nos affaires, voire insinuer des mensonges sur notre gestion financière auprès des autorités. J'ai été lâche, Lucia. J'aurais dû assumer les conséquences de mes actes, tout avouer, et ensemble nous aurions trouvé une solution. Mais j'ai eu peur de perdre ton respect, ton amour, et je me suis enfoncée de plus en plus. Miguel et Elena l'ont rencontré il y a 5 ans. Au début, je l'ai présentée uniquement comme une conseillère financière. Mais peu à peu, elle les a pris dans sa toile. Petit à petit, elle les a convaincus que vous ne saviez pas gérer ce qui vous revenait de droit, que s'ils n'agissaient pas, je finirais par tout vous laisser et que vous, n'ayant pas le sens des affaires nécessaire, finiriez par tout perdre. Ils ont fait pression sur moi pour que je modifie le testament. Mon état de santé s'aggravant, je suis devenue encore plus vulnérable à cette manipulation. J était malade, fatigué et lâche. J'ai signé le document qu'ils avaient préparé avec Mariana. À la dernière minute, j'ai essayé d'inclure ton nom à nouveau. Mais Elena l'a vu et... Eh bien, vous avez probablement déjà remarqué la rature. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce transfert de propriété du restaurant, il y a 2 ans, alors que je t'avais dit qu'il s'agissait uniquement d'une optimisation fiscale, était illégal. Vous n'auriez jamais dû le signer sans le lire, mais je comptais sur votre confiance, une confiance que j'ai trahie à plusieurs reprises. Une partie du restaurant vous appartient toujours légalement, car les documents que vous avez signés n'incluaient pas le transfert complet des parts. Il y a une clause spécifique à ce sujet que Mariana et nos enfants ne connaissent pas. Dans mon bureau, dans le coffre-fort derrière le tableau, la combinaison et la date de notre mariage, vous trouverez une chemise rouge avec les documents originaux. Gardez-les précieusement et allez voir le docteur Luciano Mendes. Ne faites pas confiance à Marcos, il est trop impliqué avec nos enfants maintenant. Je n'attends pas son pardon, je ne le mérite pas, mais tu mérites ce qui t'appartient, ce que tu as construit avec tant d'amour et de dévouement tout au long de ta vie. Et tu mérites de connaître la vérité, même si elle est douloureuse. Alfredo. J'ai lu la lettre 3 fois de suite, assis sur le sol de la chambre, le dos appuyé sur le lit. Chaque mot était comme un couteau qui me transperçait la poitrine, encore et encore. L'aveu de la trahison, la manipulation, la lâcheté, mais aussi, entre les lignes, un dernier acte désespéré de repentir. Le bureau d'Alfredo était une petite pièce attenante au salon, où il travaillait parfois le week-end. Un espace dans lequel je n'entrais que rarement, respectant son territoire comme il respectait ma cuisine. Je me levais difficilement, mes jambes étant faibles, et me dirigeais lentement vers le bureau.
Le tableau accroché au mur derrière le bureau était un paysage du sud de l'Italie que nous avions acheté lors de notre seul voyage à l'étranger, il y a 20 ans. Je l'ai retiré avec précaution, révélant le petit coffre-fort intégré. Les doigts tremblants, j'ai tapé 1000, 3000, 6, 5970, le jour de notre mariage. La porte s'est ouverte avec un léger déclic. À l'intérieur, outre de vieux bijoux de famille et divers documents, j'ai trouvé la chemise rouge mentionnée dans la lettre. Je l'ai ouvert là, sur le sol du bureau, en étalant les papiers autour de moi. Des contrats, des actes, des documents relatifs à la création du restaurant. Et il était là, le document de transfert de propriété, avec une clause en petits caractères qui garantissait ma participation minimale en tant qu'associé, indépendamment de toute autre modification contractuelle. Je me suis assis au bureau d'Alfredo et j'ai utilisé son téléphone fixe pour appeler Carmen. Ma voix a semblé étrange, même à mes propres oreilles, lorsqu'elle a répondu. « Il faut qu'on parle », dit-elle simplement. J'ai trouvé quelque chose. 1 heure plus tard, Carmen était assise dans le fauteuil de son bureau, la lettre d'Alfredo dans une main et un verre de cognac dans l'autre. Son visage passe de la surprise à l'indignation, puis à la colère froide. « Ce fils de pute », dit-elle enfin en pliant soigneusement la lettre. « Pardonne-moi, Lucia, je sais que était ton mari, mais il n'y a pas lieu de s'excuser, » ai-je répondu, me sentant étrangement calme. La tempête émotionnelle avait fait place à une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Il s'est bien défini dans la lettre, un lâche. Carmen a soulevé le dossier rouge, ainsi que la lettre et la rature dans le testament, ce qui nous donne une base solide pour une action en justice. Mais il nous faut quelqu'un de très compétent. Il a parlé d'un certain docteur Luciano Mendes. Luciano? Les yeux de Carmen s'illuminent. Et nous avons étudié ensemble à l'université. C'est le meilleur endroit de la famille et de l'héritage de El Eta. Je l'appelle tout de suite. Le docteur Luciano était un homme de petite taille, avec des lunettes trop grandes pour son visage anguleux et des cheveux gris, soigneusement peignés pour masquer sa calvitie. Il nous a accueillis dans son cabinet le lendemain, un espace élégant et minimaliste, très différent du cabinet vieillot du docteur Marcos. Après avoir écouté notre histoire et examiné les documents pendant près d'1 heure en silence, il a finalement pris la parole. « Madame Lucia, ceci », il brandit la lettre, ainsi que la rature, dans le testament, nous donne une base solide pour contester. Nous avons des preuves de manipulation, de coercition et même de falsification de documents. Si votre défunt mari était encore en vie, il ferait probablement l'objet de graves accusations. J'ai scruté l'homme un instant. Sa franchise était comme un baume après des semaines de demi-vérité et de mensonges. « Que suggérez-vous, docteur Luciano ?» demandai-je. « Un procès, évidemment. Nous contesterons le testament sur la base des preuves dont nous disposons et nous demanderons une expertise sur les documents de transfert du restaurant. » Il fait une pause et me regarde sérieusement. « Mais il faut que vous compreniez les implications de tout cela, Madame Lucia. Ce sera une bataille, peut-être longue et certainement épuisante. Et vous poursuivrez vos propres enfants. J'ai pensé à Miguel, que j'ai allaité pendant 3 ans parce qu'il était allergique au lait de vache. Il a eu une pneumonie à l'âge de 5 ans et j'ai passé des nuits entières à son chevet à surveiller sa respiration. Elena, qui a dormi dans mon lit jusqu'à l'âge de 12 ans parce qu'elle avait peur des tempêtes, qui a pleuré sur mon épaule lorsque son cœur s'est brisé pour la première fois à 16 ans. Mes enfants, mes trahisons. Je suis prête, répondis-je, la voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. Le docteur Luciano a hoché la tête, l'air satisfait de ma détermination. « C'est parfait, je vais préparer les documents initiaux. En attendant, Madame Lucia, continuez comme si de rien n'était. Ne confrontez pas encore vos enfants, ne mentionnez pas la lettre ou les documents que vous avez trouvés. Moins ils en sauront sur notre stratégie, mieux ce sera. » Sur le chemin du retour, Carmen conduit en silence, respectant mon état d'esprit. Enfin, près de ma maison, elle a pris la parole. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, Lucia? Nous pouvons encore essayer une approche plus familière. » J'ai regardé par la fenêtre les rues de cette ville que je connaissais si bien. À ce coin de rue, Miguel était tombé de vélo et S était écorché le genou à l'âge de 7 ans. Dans ce parc, Elena avait eu son premier baiser et était venue me le raconter en rougissant de émotion. Autant de souvenirs, autant d'années de dévouement. « Ce n'est pas moi qui ai commencé, Carmen », ai-je répondu calmement. Ils ont commencé quand ils ont décidé que 50 ans de ma vie ne valaient rien. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de documents,
de réunions avec le docteur Luciano et de préparation juridique. Je continuais à éviter les appels d'Elena et de Miguel, ne répondant que par de vagues messages disant que je m'adaptais et que j'avais besoin de temps. En réalité, je me préparais à la guerre. Le docteur Luciano a suggéré que nous déposions la plainte et que nous n'affrontions mes enfants qu'ensuite. De cette façon, ils n'auraient pas le temps de cacher ou de modifier d'autres documents. L'assignation en justice serait délivrée au restaurant, où ils passaient tous deux la plupart de leur temps, apparemment pour réorganiser l'entreprise avec l'aide de Mariana. Or, la question est de savoir quand il faut le faire, s'est demandé l'avocat lors de notre dernière réunion avant l'introduction de l'action en justice. Un jeudi, ai-je répondu sans hésiter, à l'heure du déjeuner. Le jeudi était notre jour le plus chargé au restaurant. À 13h, la salle était remplie de élites locales, hommes d'affaires, politiciens, familles traditionnelles. Tout le monde nous connaissait. Tout le monde nous connaîtrait. Le docteur Luciano a haussé les sourcils, surpris par ma réponse calculée. « Vous êtes sûr de vous? Ce serait assez public ?»« J'en suis absolument sûr, » ai-je répondu. « S'ils veulent me trahir, qu'ils le fassent savoir au monde entier. » Le matin du jeudi choisi, je me suis réveillée avant l'aube, une habitude vieille de plusieurs décennies que mon corps n'a jamais oubliée. J'ai fait du café et je me suis assis sous le porche, regardant le ciel passer du noir au violet, puis au bleu limpide d'une journée parfaite. J'ai ressenti un calme étrange, comme celui qui précède les tempêtes tropicales. Je me suis habillée avec soin. Une robe bleu marine simple mais élégante, dont Alfredo m'a toujours fait l'éloge, disant qu'elle allait bien à mes yeux. Un collier de perles que j'ai reçu pour notre 25e anniversaire de mariage. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon bas et je n'ai appliqué qu'un rouge à lèvres doux. Je voulais ressembler exactement à ce que j'y étais. Une dame de 65 ans digne et posée. Pas la vieille femme confuse que Mariana a probablement décrite aux autres. Carmen est venue me chercher à midi. « Il est encore temps de faire demi-tour », m'a-t-elle dit lorsque je suis montée dans la voiture. « Non », ai-je répondu simplement. « Il n'y en a pas. » Le docteur Luciano nous a rejoints à un pâté de maison du restaurant, accompagné d'un huissier, un jeune homme à l'expression sérieuse qui portait un dossier de documents. Nous avons parcouru les derniers pâtés de maison en silence. La Bella Tavola était en pleine splendeur en cet après-midi ensoleillé. À travers la grande fenêtre, je pouvais voir la salle principale pleine, les serveurs circulant entre les tables avec des plateaux de nourriture et de vin. Mon cœur se serra brièvement à l'idée que, jusqu'à il y a quelques semaines, je faisais encore partie de tout cela. Nous sommes entrés sans annonce. Antonio, qui était à la réception, a écarquillé les yeux en me voyant accompagné de ces étrangers. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai fait un signe de tête pour demander le silence. Il acquiesça, comprenant la gravité du moment. Miguel était au centre de la pièce, discutant avec animation avec une table d'hommes d'affaires locaux. Sa posture dégageait de l'assurance. Il a toujours eu de la prestance, mon fils. Elena était à l'arrière-plan, près du bar, et riait d'une remarque du barman. Sa grossesse de 7 mois était déjà clairement visible sous la robe rouge qu'elle portait. Et elle était là, Mariana, assise à la table qui avait toujours été réservée à Alfredo et à moi, près de la fenêtre avec la meilleure vue, comme si elle en était déjà la propriétaire. Le docteur Luciano m'a regardé, attendant mon signal. J'ai pris une grande inspiration et j'ai acquiescé. L'huissier s'est dirigé directement vers Miguel, tandis que les conversations et les couverts s'entrechoquaient. J'ai vu le moment exact où mon fils s'est rendu compte de ma présence à la porte. Son visage est passé de la surprise à la reconnaissance, puis à la confusion lorsqu'il a vu les hommes inconnus s'approcher. « M. Miguel Almeida ?» demande formellement l'officier. « Oui, c'est moi », répond Miguel, dont le sourire social commence à s'estomper. « Nous vous remettons une citation à comparaître », poursuit l'agent en lui tendant l'enveloppe. Il s'agit d'une action en contestation de testament et de transfert de patrimoine intenté par Madame Lucia Almeida, votre mère. Le silence s'abattit sur le restaurant comme une guillotine. Les conversations s'arrêtent brusquement. Les couverts s'arrêtent en plein vol. Tous les regards se tournent vers nous. Elena, qui s'était approchée en voyant le mouvement, pâlit lorsque l'officier lui tend une copie identique du document. « Maman ?» Oh, sa voix n'est plus qu'un murmure incrédule. « Qu'est-ce que c'est ?»« Justice », répondis-je simplement, ma voix traversant la pièce silencieuse. Mariana s'est levée de sa table, ma table, et a commencé à se diriger vers nous,
mais s'est arrêté lorsque je l'ai regardé directement. Pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. « Messieurs, le docteur Luciano s'est adressé à mes enfants de sa voix professionnelle. Je vous suggère d'engager une représentation juridique dès que possible. Nous serons à votre disposition pour discuter d'un éventuel règlement, si vous souhaitez éviter une procédure publique plus approfondie. » Nous avons tourné les talons et sommes partis, laissant derrière nous un silence stupéfait. Ce n'est qu'une fois de retour dans la rue, le soleil éclatant contrastant avec la pénombre climatisée du restaurant, que je me suis autorisée à respirer profondément. « Eh bien, » dit Carmen à côté de moi, un sourire d'admiration sur le visage. Était dramatique. Alfredo a toujours dit que j'avais un talent pour le théâtre, ai-je répondu, me sentant étrangement légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. La réaction a été immédiate et partagée. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt avant même que je ne rentre à la maison. Amis, connaissances, anciens employés, tout le monde voulait savoir ce qui était passé. La nouvelle s'est répandue dans la petite ville comme un feu de paille. La veuve d'Alfredo poursuit ses propres enfants pour le restaurant. Elena m'a appelée en hurlant dès qu'elle s'est remise du choc initial. « Comment as-tu pu faire ça, maman ? Exposer notre famille comme ça ? Devant tout le monde ? » « Notre famille ?» ai-je répondu, étonnamment calme. « Celle qui a conspiré dans mon dos, qui a volé ce qui me revenait de droit ? Papa savait ce qu'il faisait, tu n'as jamais compris les affaires. Il voulait s'assurer que le restaurant reste viable. » Les mots de Mariana sortant de la bouche de ma fille. La blessure est plus profonde que n'importe quel coup de couteau. « Et ton père a laissé une lettre, Elena ?» ai-je répondu, écartant légèrement du conseil du docteur Luciano de ne pas révéler nos preuves. Une confession. Il n'avait pas toute sa tête lorsqu'il a signé ces documents. Vous l'avez mis sous pression, vous, Miguel et cette femme. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis un sanglot étouffé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es confus, secoué par le chagrin. Pense ce que tu veux, mon enfant. Je te verrai au tribunal. Miguel est venu me voir le lendemain. Plus calme, toujours diplomate. Vêtu d'un costume impeccable, les cheveux coiffés au gel, l'image parfaite de l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu. Parfois, je me demandais comment cet homme poli et calculateur avait pu se débarrasser du garçon sensible et rêveur qu'il avait élevé. « Maman !» commença-t-il, en s'asseyant avec raideur sur le canapé du salon et en refusant le café que je lui offrais. « Réglons cette affaire en famille. Nous n'avons pas besoin d'avocat ou de procès. Cela ne fera que nous détruire, nous et la réputation du restaurant. »« Famille !» répétai-je lentement, comme pour savourer le mot. « Quelle famille, Miguel ? Celle où le père trompe la mère pendant 8 ans ? Où les enfants conspirent pour enlever à leur mère ce qu'elle a aidé à construire ? Cette famille ?» Il a eu la décence de rougir. Ce N était pas comme ça. Papa était inquiet. Tu deviens plus vieux. Il voulait s'assurer que l'entreprise restait solide. Et Mariana ? Fait-elle aussi partie de ce plan pour que l'entreprise reste solide ? Miguel détourne le regard. Mariana est une conseillère financière très compétente. Elle a aidé papa à réorganiser les finances du restaurant quand elles étaient compliquées. Compliquées ? J'ai haussé un sourcil. Le restaurant a toujours fait des bénéfices, Miguel, toujours, même pendant les années de crise. Il y a des choses que tu ne sais pas, maman, a-t-il murmuré, avec une pointe de condescendance dans la voix qui m'a fait bouillir. Non, Miguel, il y a des choses que tu ne sais pas, et tu vas bientôt le découvrir. Il est parti, frustré, en promettant de revenir avec une proposition plus concrète. Dans la ville, les avis ont rapidement été partagés. Les amis plus âgés, ceux qui connaissaient notre histoire depuis le début, qui fréquentèrent le restaurant lorsqu'il ne comptait encore que quelques tables dans notre salle à manger, se sont rangés de mon côté. Carmen a mobilisé son vaste cercle social pour faire connaître ma version des faits. Mais il y a aussi ceux qui ont pris position contre moi. Les plus jeunes, qui ne connaissaient que mes enfants à la tête du restaurant depuis quelques années, pensaient que J était cupide ou, pire, que J était sénile. J'ai entendu une ancienne amie dire au supermarché « Elle est déjà à la retraite », sans se rendre compte que J était dans l'allée des corps à côté. Pourquoi a-t-elle besoin de plus d'argent à cet âge ? Elle ne le dépensera que pour des médicaments. C'est de l'avidité pure. Ces commentaires m'ont blessée, mais ils ont aussi renforcé ma détermination. Ce N n'était pas une question d'argent, ça ne l'a jamais été. Il s'agissait de justice, de vérité.
Il s'agissait de ne pas permettre que 5 décennies de ma vie soient simplement effacées. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il me fallait un grand geste. Quelque chose qui montrerait qu'il ne s'agit pas d'argent, mais de reconnaissance. Le lendemain matin, après une nuit blanche à planifier chaque détail, j'ai acheté un grand morceau de tissu blanc et de la peinture rouge. Soigneusement, j'ai écrit en grandes lettres claires « Cette cuisine était la mienne avant d'être la leur ». Carmen m'a regardé comme si j'avais perdu la tête lorsque je lui ai fait part de mon projet. « Lucia, c'est... Tu es sûre ? N'avons-nous pas eu assez d'impact avec la vie juridique ? » « Oh, il ne s'agit pas d'avoir un impact, » ai-je répondu fermement. « Il s'agit de dire ma vérité, publiquement, tous les jours, si nécessaire. » Le lendemain matin à 10h, j'ai traversé la rue devant Bella Tavola avec une chaise de plage pliante, une bouteille d'eau et mon écharpe. Je me suis installée confortablement sur le trottoir d'en face, d'où je voyais clairement l'entrée du restaurant, et j'ai tendu ma banderole pour que tout le monde puisse la lire. Le personnel n'a pas tardé à me remarquer. J'ai vu Antonio s'approcher de la fenêtre, me reconnaître et porter la main à sa bouche, stupéfait. Quelques minutes plus tard, le gérant, un jeune homme que j'avais moi-même embauché il y a 3 ans, est sorti pour essayer de me convaincre de partir. « Madame Lucia, s'il vous plaît » a-t-il supplié visiblement mal à l'aise. « Cela ne servira à rien. Cela ne fera que créer d'autres problèmes. Je suis sur un trottoir public, » ai-je répondu calmement. « Je ne dérange personne. Je suis juste assis ici avec ma bannière. C'est mon droit. » Il est retourné, vaincu, au restaurant. Au fil de la journée, cette scène inhabituelle a commencé à attirer l'attention. Les passants s'arrêtent, lisent la banderole et chuchotent entre eux. Certains me reconnaissent et s'approchent pour discuter, exprimer leur soutien ou leur curiosité. « C'est vrai, Donna Lucia ?» demande une dame qui fréquentait le restaurant dans les premières années. « Ils vous ont tout pris ? C'est vrai ?» ai-je répondu simplement. 50 ans de travail et je me suis retrouvée sans rien. À midi, lorsque les premiers clients ont commencé à arriver pour le déjeuner, beaucoup sont restés bouche bée devant la scène. Certains, après avoir lu ma bannière et discuté brièvement avec moi, ont décidé de ne pas entrer. D'autres sont entrés, mais avec des expressions désagréables. Le soleil de midi était impitoyable, mais j'ai refusé de partir. Des commerçants voisins compatissants m'ont apporté un parasol. Un fleuriste au coin de la rue est venu avec un sandwich et de l'eau. J'ai tout accepté avec une gratitude silencieuse, déterminée à rester là jusqu'à la fermeture du restaurant. Vers 15h, une voiture s'est arrêtée brusquement. Miguel en est sorti, le visage déformé par la rage, et s'est approché de moi. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» siffle-t-il, suffisamment bas pour que je sois le seul à l'entendre. « C'est du harcèlement. Nous perdons des clients. » « Je suis simplement assise sur un trottoir public, » ai-je répété, en gardant ma voix calme. Avec ma bannière. Il se trouve qu'elle dit la vérité. « J'appelle la police si vous ne sortez pas d'ici tout de suite, » a-t-il menacé. Expliquez-leur pourquoi une dame de 65 ans, assise paisiblement sur un trottoir, vous pose un tel problème. Il m'a regardé pendant un long moment, la mâchoire crispée. Puis il a tourné les talons et est retourné dans le restaurant. 15 minutes plus tard, Elena est sortie, visiblement bouleversée, son ventre de 7 mois bien visible sous la robe légère qu'elle portait. « Maman », sa voix tremblait entre la colère et les larmes, « s'il te plaît, arrête ça. Pense à ton petit-fils qui va naître. Pense à la famille que nous pouvons encore former. J'ai regardé ma fille, si belle, si semblable à moi quand j'y étais jeune. J'ai ressenti un pincement au cœur à l'idée que j'allais bientôt être à nouveau grand-mère, alors que ce moment devrait être une période de joie et de rassemblement familial. Puis je me suis souvenu de la lettre d'Alfredo, de la trahison, de la manipulation. « Tu aurais dû penser d'abord à la famille, Elena, » ai-je répondu doucement, avant de comploter dans mon dos, avant de voler ce qui me revenait de droit. « Nous n'avons rien volé » s'exclama-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Papa nous l'a laissé parce qu'il savait que nous allions perpétuer son héritage. » Et quel est cet héritage, mon enfant? La trahison? Des mensonges? C'est ce que tu vas enseigner à mon petit-fils? Elle recula, comme si on l'avait giflée. Elle s'est retournée et est retournée dans le restaurant, sanglotant ouvertement. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai tenu bon. Ce qui était en jeu, c'était bien plus que mes sentiments maternels. C'était ma dignité, le travail de toute une vie. Le deuxième jour de ma manifestation, 3 anciens employés du restaurant,
dont le chef que j'avais moi-même formé il y a des années, se sont joints à moi, apportant leurs propres chaises. Le 3e jour, nous étions 15. D'anciens clients, des amis, des gens qui ont simplement sympathisé avec ma cause en passant et en entendant mon histoire. Le 4e jour, la presse locale s'est enfin manifestée. Un jeune reporter du journal de la ville m'a longuement interviewé et son article publié le lendemain a donné encore plus de visibilité à l'affaire. Le fondateur de Bella Tavola se bat pour la reconnaissance de 5 décennies de travail. C'est alors que ma protestation pacifique s'est transformée en un mouvement plus important que je n'aurais pu l'imaginer. Tout a commencé avec Madame Cecilia, une femme de 80 ans qui était une habituée de Bella Tavola depuis son ouverture. Elle et son défunt mari célébraient tous leurs anniversaires de mariage au restaurant, 52, tout comme mon mariage avec Alfredo. Le matin du 6e jour de ma protestation, elle est arrivée avec sa canne et une chaise pliante et s'est assise à côté de moi sans dire un mot. Après quelques minutes de silence contemplatif, elle s'est tournée vers moi. « Madame Lucia, je suis venue vous dire que je ne reviendrai pas à la Bella Tavola tant que vous n'aurez pas été traitée équitablement », a-t-elle déclaré avec une fermeté surprenante pour quelqu'un de son âge. Je me souviens de l'époque où vous dérouliez les pâtes sur la table de la cuisine et nous laissiez regarder, nous les clients. Quand tu m'as appris à faire la sauce tomate, parce que mon Augusto disait que était la meilleure qu'il ait jamais goûtée. Ces paroles m'ont profondément ému. Je me suis souvenu de la jeune Cecilia, toujours curieuse des recettes, toujours en train de faire l'éloge de chaque nouveau plat qu'elle essayait. « Vous n'êtes pas obligée de faire cela, Madame Cecilia », ai-je répondu, touchée. « Je sais que vous aimez le restaurant. »« C'est vrai », me corrige-t-elle fermement. « J'aimais le restaurant qui était le vôtre, Madame Lucia. » Ce nouvel endroit, avec les changements de menu et cette inconnue qui se promène comme si elle était la propriétaire, ce n'est pas la même chose. Elle n'était pas la seule. Le lendemain, j'ai reçu la visite d'un groupe de 5 dames, toutes habituées du Bella Tavola depuis des décennies. Elles sont venues m'informer qu'elles avaient annulé une réservation pour une fête prénatale qui devait avoir lieu au restaurant. « Nous allons la faire au Café Central », a expliqué l'une d'entre elles. C'est moins bien, bien sûr, mais c'est une question de principe. En l'espace de 2 semaines, la fréquentation du déjeuner a diminué de moitié. Le mouvement qui avait commencé spontanément s'est transformé en une sorte de boycott organisé. Sur les réseaux sociaux, des personnes ont affiché leur soutien à Donna Lucia do Bella Tavola et ont encouragé d'autres personnes à ne pas se rendre au restaurant, tant que la justice n'aura pas été rendue. En l'espace d'1 mois, les réservations pour les week-ends, qui étaient auparavant contestées des semaines à l'avance, ont pu être effectuées le jour même. Le restaurant est entré dans une crise visible. Je pouvais le voir de ma position stratégique sur le trottoir d'en face. Moins de livraisons de la part des fournisseurs, moins d'employés, les lumières SS éteignent plus tôt. J'ai éprouvé une amère satisfaction en apprenant par Antonio que Mariana avait proposé de changer la carte, de moderniser les recettes pour attirer une clientèle plus jeune. Les recettes de ma famille, parfois plus que centenaires, qui faisaient partie de l'identité de Bella Tavola, seraient remplacées par des fusions contemporaines. Elle veut servir des raviolis à la mangue et au piment, me dit Antonio, horrifié, lors d'une de ses visites discrètes à ma démonstration. Et retirer les cannelloni de grand-mère Angelina du menu parce que ce n'est pas assez photogénique pour Instagram. L'idée que les recettes que j'avais conservées et perfectionnées pendant des décennies seraient jetées au nom de la modernité ou de photos sur les médias sociaux était révoltante. Ce N était pas seulement un restaurant. Était une tradition, un héritage culturel. Un samedi soir, après presque 2 mois de protestation et de boycott, Miguel et Elena se sont présentés sur le pas de ma porte. Non pas sur le trottoir devant le restaurant, où je veillais quotidiennement, mais chez moi. Il était presque minuit et je me préparais déjà à aller me coucher. « Il faut qu'on parle, maman. » Elena avait les yeux gonflés et l'air épuisé. Sa grossesse avancée, qui en était à son 8e mois, les épuisait manifestement physiquement. Et toute cette situation n'arrangeait rien. Je me sentais coupable de la voir dans cet état. « Entrez !» ai-je invité en m'écartant pour les laisser passer. Dans le salon, j'ai proposé du thé que Miguel a refusé et qu'Elena a accepté. « Nous sommes prêts à négocier », a commencé Miguel, assis rigidement sur le bord du canapé, comme s'il ne voulait pas rester longtemps. La situation est devenue incontrôlable. Le restaurant est au bord de la faillite, maman, poursuit Elena, les larmes aux yeux.
Nous avons perdu près de 70% de nos clients habituels. Les fournisseurs exigent d'où être payés à l'avance parce qu'ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles nous allions fermer. « Et que suggérez-vous » demandai-je en gardant une voix neutre, même si mon cœur battait la chamade à la perspective d'une résolution. « Nous pourrions partager la propriété du restaurant », a proposé Miguel. 50% chacun. Toi et nous deux. Gestion partagée. J'ai réfléchi un instant. Que dirait Alfredo? Que dirait ma mère, qui m'a appris à cuisiner avec tant d'amour? Que dirait mon propre cœur? Non, ai-je finalement répondu. Je ne veux pas la moitié. Je veux ce qui me revient de droit. Miguel s'est levé et m'a dit « Vous êtes déraisonnable. Nous vous offrons un marché plus que équitable. » « L'équité serait que vous n'ayez jamais conspiré contre moi, rétorquai-je en gardant mon calme. Juste serait d'avoir été inclus dans le testament que ton père a modifié sous la pression. Il aurait été juste de ne pas avoir été trahi par ma propre famille. Maman, s'il te plaît, sanglote Elena en caressant son ventre proéminent. Pense au bébé, ton petit-fils. Je pense à lui, ai-je répondu doucement. Je pense aux valeurs que tu vas lui transmettre, que c'est bien de trahir, de manipuler et de voler tant que c'est dans sa propre famille. Ils sont partis en colère, en claquant la porte. Le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient licencié 3 employés qui avaient participé à la manifestation avec moi, dont Antonio, qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 40 ans. C'est alors que j'ai pris une décision. Si je ne pouvais pas reprendre le restaurant que j'avais créé, j'en construirais un autre, quelque chose de tout à fait personnel. Un endroit où je pourrais préserver les traditions et les recettes qui comptaient tant pour moi et qui, apparemment, comptaient si peu pour mes enfants. J'ai utilisé mes économies, celles dont Alfredo ne se doutait pas, épargnées petit à petit pendant des décennies sur un compte secret que j'ai ouvert après avoir réalisé à quel point il contrôlait excessivement nos finances. Ce N n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant pour commencer. J'ai loué un petit local à 2 rues de Bella Tavola, un vieux café qui avait récemment fermé ses portes. L'endroit avait besoin d'être rénové, mais il avait du potentiel. De grandes fenêtres, un comptoir en bois massif et, surtout, une cuisine raisonnablement équipée. J'ai embauché le personnel licencié, dont Antonio et 2 cuisiniers expérimentés. Carmen m'a aidé à remplir les formalités administratives en utilisant ses contacts pour accélérer l'obtention des licences et des permis. En 2 semaines de travail intense, nous avons transformé l'espace. Une semaine avant l'ouverture, j'ai été confronté à un dilemme. Comment l'appeler? Comment devais-je appeler mon nouvel établissement? Quelque chose qui reflète mon histoire, mon parcours. C'est après une nuit blanche, à fouiller dans mes souvenirs et mes émotions, que le nom m'est venu comme une inspiration soudaine. Broken Glass Café. Lorsque je l'ai annoncé, les gens ont froncé les sourcils. « Pourquoi un nom aussi triste, Donna Lucia ?» a demandé Antonio, inquiet. « Parce que le verre brisé reflète la lumière d'une manière que le verre entier n'aurait jamais pu faire », ai-je répondu, me souvenant d'une phrase que j'avais lue il y a de nombreuses années dans un livre. « Quand quelque chose se brise, il révèle de nouvelles choses. Lorsque quelque chose se brise, cela révèle de nouvelles facettes, de nouveaux angles, de nouvelles possibilités. C'est ce que je ressens aujourd'hui, brisé, mais reflétant la lumière d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'ouverture du café Broken Glass a été discrète. Nous n'avons pas fait de grandes annonces, pas de cérémonie élaborée. Nous avons simplement ouvert nos portes un lundi à 10h, avec un menu simple pour le petit déjeuner et le déjeuner. L'un des cuisiniers a demandé nerveusement « Pensez-vous que quelqu'un va venir ?» alors que nous dressions les tables pour la dernière fois avant l'ouverture. « Ils viendront », ai-je répondu avec une confiance que je ne ressentais pas vraiment. Quand ils sauront que nous sommes là, ils viendront. Et ils sont venus. Tout d'abord, des amis proches et des sympathisants. Ensuite, des curieux attirés par l'histoire qui faisait le tour de la ville. Ensuite, d'anciens clients de Bella Tavola, à la recherche de la saveur qu'ils connaissaient et aimaient. Et, étonnamment, beaucoup de femmes. Des femmes de tous âges, venues non seulement pour manger, mais aussi pour me écouter raconter mon histoire. Des femmes qui avaient vécu des situations similaires et qui avaient trouvé en moi une sorte de modèle, une source d'inspiration. Mon ex-mari a vendu notre appartement sans m'en parler, raconte une jeune femme d'une 30aine d'années, en larmes, alors que nous sirotons un café après la fermeture. Il m'a dit que était un ajustement financier, comme votre Alfredo. Mon père a laissé l'entreprise à mes frères alors que j'y avais travaillé toute ma vie,
raconte une autre femme d'une soixantaine d'années. Il disait que les femmes ne savaient pas gérer. Les histoires se sont multipliées et avec elles, le sentiment croissant que ma lutte personnelle transcendait ma propre situation. J était devenue un symbole pour tant d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires, réduites au silence par la société et leur propre famille. C'est Carmen qui a eu l'idée de formaliser ces rencontres. Le mercredi soir, le café fermait ses portes aux clients habituels et s'ouvrait pour ce que nous avons appelé le cercle de verre brisé. Un groupe de soutien pour les femmes qui avaient besoin de reconstruire leur vie après des trahisons similaires. Il ne s'agit pas seulement de se défouler, a expliqué Carmen lors de la première réunion officielle, devant une vingtaine de femmes des âges différents qui occupaient toutes les tables disponibles. Il s'agit d'agir, de comprendre nos droits, de ne pas se laisser effacer. Chaque semaine, de nouvelles femmes sont venues. Certaines voulaient simplement écouter, d'autres voulaient partager leur histoire. Nous avons commencé à inviter des experts, avocats, psychologues, conseillers financiers, pour donner des conseils pratiques. Le cercle s'est agrandi et renforcé. Pendant ce temps, la procédure judiciaire suivait son cours, lentement mais sûrement. Le docteur Luciano m'a tenu au courant de tous les développements, de tous les défis que Miguel et Elena ont présentés par l'intermédiaire de leurs propres avocats. Ils jouent les durs, admet-il. Environ 3 mois après le début du procès, ils ont engagé l'un des cabinets d'avocats les plus chers de la capitale. Ils essaient de disqualifier la lettre de votre mari en tant que preuve, en prétendant qu'il était sous traitement lorsqu'il l'a écrite. Mais nous avions nos propres stratégies. L'expert judiciaire a confirmé l'authenticité de la lettre et la rature dans le testament. Les documents originaux de la cession du restaurant, retrouvés dans le coffre-fort d'Alfredo, montraient clairement que je n'avais jamais cédé complètement mes parts, malgré la version qu'il présentait. Pendant que le procès traînait en longueur, le café Verre Cassé prospérait modestement. Il n'était pas luxueux comme Bella Tavola. Je n'ai jamais voulu qu'il le soit. Il était confortable et sans prétention. Des tables en bois rustique, des chaises différentes, toutes achetées dans des friperies. Sur les murs, des photos de moi au fil des ans, jeune dans ma première cuisine, portant un tablier taché de sauce, tenant Miguel et Elena lorsqu'ils étaient de bébés, des prix de gastronomie locale que j'avais reçus et qui n'avaient jamais été exposés dans le restaurant. Celui-ci ne servait que le déjeuner, avec un menu simple de 5 plats qui changeait tous les jours, en fonction de ce que je trouvais de frais au marché. Et il y avait toujours mon gâteau à l'orange et au sirop de sucre, le préféré d'Alfredo. Un petit hommage à l'homme qui, malgré tout, avait été mon compagnon pendant 50 ans. Un soir, l'une des femmes du cercle m'a demandé « Comment faites-vous? Honorer encore sa mémoire après tout ce que tu as découvert ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parce que 50 ans ne s'effacent pas, même avec une trahison. Parce qu'il y a eu un véritable amour, une compagnie, des joies. Je peux me battre pour ce qui m'appartient sans nier qu'il y a eu aussi de bonnes choses. 6 mois après l'ouverture du café, j'ai reçu un appel inattendu. Il provenait d'un magazine gastronomique national, une publication prestigieuse à laquelle J était abonné depuis des années. « Nous voulons faire un article sur vous et le café Broken Glass », m'a expliqué le rédacteur en chef au téléphone. « Votre histoire nous est parvenue et nous pensons qu'elle mérite d'y être racontée au niveau national. » L'article, publié le mois suivant, fait 6 pages. L'ancien chef du célèbre Bella Tavola ouvre un espace révolutionnaire après une dispute familiale, titrait le journal. L'article racontait mon histoire sans filtre, de la création de Bella Tavola à la bataille juridique en cours. Il se terminait par une photo de moi, souriant dans l'entrée du café, les bras croisés en signe de force. La légende, à 65 ans, Lucia Almeida recommence, et cette fois, c'est en son nom. La semaine suivant la publication, j'ai reçu la visite de 3 femmes en tailleur, toutes âgées d'une 50aine d'années, avec cette aura de compétence et d'autorité que seuls les cadres de carrière affichent habituellement. Elles se sont présentées comme partenaires d'une chaîne de restaurants présente dans plusieurs capitales. Nous voulons faire de Vidro Quebrado une franchise nationale, annonce le plus âgé d'entre eux, en déposant une proposition détaillée sur la table. Un lieu dans chaque capitale, avec la même philosophie, les mêmes réunions. Nous avons besoin de plus d'endroits comme celui-ci dans le pays. J'ai regardé le document avec un certain scepticisme. Je n'ai jamais pensé à l'expansion. Cet endroit est personnel. Mais il continuera à l'être, m'a gentiment assuré l'un des autres. Vous garderez le contrôle total de la création. Nous voulons votre essence,
vos recettes, votre philosophie. Et surtout, nous voulons que le cercle de verre brisé se développe. Nous pensons qu'il y a des femmes dans tout le pays qui ont besoin de cet espace. J'ai demandé du temps pour réfléchir. J'ai consulté Carmen, le docteur Luciano et même les femmes du cercle. La majorité des opinions étaient en faveur de l'expansion. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir, argumente Carmen. Il ne s'agirait plus seulement de vous ou du restaurant, mais d'un mouvement. Il s'agirait d'un mouvement. Avant de prendre une décision, je devais résoudre un problème. Quelque chose qui me pesait sur le cœur, malgré toute ma détermination à aller de l'avant. Mon petit-fils est né par une nuit pluvieuse de septembre. Je l'ai appris par des amis communs, pas par Elena, qui ne m'avait pas parlé depuis notre dernière confrontation. Miguel aussi est resté distant, ne communiquant que par l'intermédiaire des avocats. 3 jours après la naissance, j'ai acheté un petit cadeau, une salopette en coton biologique et un ours en peluche fait à la main par l'une des femmes du cercle. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Elena, le cœur battant la chamade de nervosité. Elena a ouvert la porte, des cercles profonds sous les yeux témoignant des nuits blanches d'une première maternité. Son visage s'est durci à ma vue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle froidement. « Je suis venue voir mon petit-fils », répondis-je simplement en lui offrant le petit paquet cadeau. « Et pour voir comment vous allez ?» Elle hésita un long moment, m'observant d'un œil méfiant. Finalement, elle soupire et ouvre la porte plus grand. « Entrez donc. » Mais ne parlons pas de la procédure. Le petit Antonio, nommé d'après le père d'Alfredo, dormait sereinement dans son berceau. Si petit, si parfait, avec la même forme de visage qu'Elena quand elle était bébé. J'ai senti mon cœur s'inonder d'amour immédiatement. « Il est magnifique », ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Est-ce que je peux le prendre dans mes bras ?» Elena a acquiescé à contre-cœur. Avec une infinie précaution, j'ai pris ce petit paquet dans mes bras, émerveillant de sa légèreté, de l'odeur de bébé inimitable qui me transportait des décennies en arrière, lorsque je tenais mes propres enfants de la même manière. Je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, Elena, ai-je dit doucement, en berçant Antonio avec douceur. Je n'ai jamais voulu nous diviser. Mais c'est toi qui as intenté le procès, a-t-elle répondu, l'amertume évidente dans sa voix. C'est toi qui as tout rendu public. Après que vous m'ayez exclu, après avoir comploté dans mon dos. J'ai parlé à voix basse pour ne pas contrarier le bébé, mais j'ai été ferme. Si tu m'avais parlé, si tu avais été honnête, papa pensait que tu ne comprendrais pas. Elena a détourné le regard. Que tu serais émotive, que tu ne verrais pas le côté pratique de la chose. Le côté pratique, j'ai haussé un sourcil. Voler sa propre mère, c'est pratique? L'exclure de quelque chose qu'elle a aidé à construire. Est-ce pratique? Ce N était pas comme ça, a commencé Elena en pleurant doucement. Mariana a dit « Ah, Mariana », ai-je secoué la tête, remettant doucement le bébé dans son berceau. La femme que ton père m'a cachée, la femme qui, apparemment, en savait plus sur les affaires, sur la famille, sur tout, que je n'en saurais jamais. Elena n'a pas répondu. Elle a continué à pleurer. Une partie de moi voulait la prendre dans ses bras, la réconforter comme je le faisais quand elle était petite. Mais une autre partie, la partie blessée et trahie, m'a gardé là où j'y étais. J'ai fini par dire « Je m'en vais, mais je veux que tu saches que ma porte est toujours ouverte à toi et à Antonio. Quand vous serez prêts à parler, vraiment parler, honnêtement, je serai là. » J'ai quitté la maison d'Elena en me sentant étrangement légère. La rencontre n'avait pas été la réconciliation à laquelle j'avais secrètement aspiré, mais était un début. Un petit rayon de lumière à travers le verre brisé de notre relation. La date du procès a été fixée à un mardi d'avril, presque 1 an après la mort d'Alfredo. Le docteur Luciano m'a suggéré de porter une tenue sobre, mais pas austère. Nous voulons que le juge voie en vous une femme d'affaires compétente, et non une veuve impuissante, m'a-t-il expliqué. J'ai choisi un ensemble pantalon et blazer bleu marine, avec un chemisier en soie crème en dessous. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon bas, j'ai porté mon collier de perles et je me suis maquillée légèrement. Je voulais ressembler exactement à ce que j'y étais. Une femme de 66 ans digne, expérimentée et déterminée. La salle d'audience était bondée ce matin-là. Non seulement des avocats et des parties directement concernées, mais aussi des spectateurs qui avaient suivi l'histoire dans les journaux locaux et plus récemment dans les nouvelles nationales. J'ai reconnu des visages du cercle du verre brisé, d'anciens clients de la Bella Tavola
et même certains fournisseurs avec lesquels je travaille depuis des décennies. Elena et Miguel étaient assis en face, accompagnés de 2 avocats à l'air sévère. Elena évitait de regarder dans ma direction, tandis que Miguel conservait l'expression impassible qu'il avait acquise au cours de ses années de conseil en entreprise. Mariana N. n'était pas présente. Selon le docteur Luciano, il s'agissait d'une décision stratégique de la défense pour ne pas irriter davantage le juge. « Tous debout », annonce l'huissier à l'entrée du juge, une femme noire d'une 50aine d'années à l'expression sévère et au regard perçant. Le docteur Luciano m'avait dit qu'elle avait la réputation d'être juste mais stricte. Les présentations initiales ont été faites, puis les exposés des avocats ont commencé. Le représentant de mes enfants a d'abord présenté sa version des faits. Alfredo, préoccupé par l'avenir de l'entreprise qu'il avait bâtie, avait rationnellement décidé d'en transférer la propriété à ses enfants, qui étaient plus jeunes et mieux à même de la gérer dans le monde moderne. Selon lui, d'autres moyens avaient été soigneusement mis en œuvre pour assurer ma subsistance. La maison dans laquelle nous vivions, une police d'assurance, ma propre pension. Le testament est clair et a été fait avec toutes les formalités légales, a-t-il soutenu. Madame Almeida, ébranlée par le chagrin et peut-être troublée par son âge avancé, est incapable d'accepter la décision rationnelle de son défunt mari. Je serre les poings sous la table, retenant mon indignation. Le docteur Luciano me touche doucement le bras, me rappelant silencieusement de garder mon sang-froid. Lorsque son tour est venu, le docteur Luciano s'est levé avec un calme étudié. « Votre honneur, cette affaire n'a rien à voir avec une veuve désorientée ou un testament techniquement valable. Il s'agit d'une fraude, d'une manipulation et d'une injustice flagrante à l'encontre d'une personne qui a consacré 50 ans de sa vie à la constitution d'un patrimoine. » Il a ensuite présenté nos preuves, la lettre d'Alfredo, les documents de transfert originaux contenant des clauses que je n'avais jamais autorisées, les relevés de paiement des fournisseurs signés par moi pendant des décennies, les anciens contrats de location où mon nom figurait en tant que propriétaire, des témoignages d'anciens employés sur mon rôle fondamental dans la création et le développement du restaurant. Mais le plus frappant, c'est la vidéo. Un enregistrement du 30e anniversaire de Bella Tavola, où Alfredo, visiblement ému, lève son verre et déclare « Rien de tout cela n'existerait sans Lucia. Le restaurant est le sien autant que le mien, peut-être même plus. Elle est l'âme de cet endroit. » Le juge regarde tout cela avec une expression indéchiffrable, prenant parfois des notes ou regardant directement moi ou mes enfants, comme pour jauger nos réactions. Elena a pleuré tout au long du témoignage, surtout lorsque la vidéo a été projetée. Miguel est resté impassible, regardant ses mains. Mais j'ai remarqué que ses oreilles étaient redevenues rouges, signe de la tension qu'il a depuis son enfance. Lorsque mon tour est venu de témoigner, j'ai ressenti une nervosité soudaine. Était une chose de faire face à mes enfants en privé, mais c'en était une autre de le faire dans une salle d'audience bondée. Le docteur Luciano a remarqué mon hésitation. « Racontez simplement votre histoire, Madame Lucia », a-t-il murmuré, avec vos propres mots, comme vous le feriez pour les femmes du cercle. Je pris une profonde inspiration et commençai, ma voix d'abord tremblante prenant de la force au fur et à mesure que les souvenirs affluaient. J'ai raconté les débuts du restaurant, lorsque nous ne servions que des amis proches dans notre salle à manger. J'ai raconté comment j'avais élaboré chaque recette, comment j'avais formé chaque cuisinier, comment j'avais noué des relations avec les fournisseurs et les clients au fil des décennies. « Je ne suis pas ici pour l'argent », ai-je déclaré en regardant directement le juge. Je suis ici parce que ce restaurant fait partie de mon âme, parce que chaque recette, chaque processus, chaque détail porte ma marque. Parce que je ne peux pas accepter que 50 ans de ma vie soient simplement effacés par un document signé sous la contrainte. L'audience s'est poursuivie pendant 4 heures, avec des témoignages des 2 parties. Lorsque le dernier témoignage a été entendu, le juge a annoncé une suspension d'audience d'1 heure pour délibérer. Une période étonnamment courte pour une affaire aussi complexe, ce qui, selon le docteur Luciano, indiquait qu'elle avait déjà une position assez bien formée. Pendant la suspension, je suis resté dans une petite pièce adjacente au tribunal avec Carmen et le docteur Luciano. J était émotionnellement et physiquement épuisé, mais aussi étrangement calme. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, j'avais exposé ma vérité. Quelle que soit l'issue, je m'étais battu. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience et que la juge est entrée à nouveau, la tension était palpable. Elle a ajusté ses lunettes,
a regardé quelques papiers devant elle, puis m'a regardé directement. Ce tribunal reconnaît qu'il y a eu un vice dans le processus de transfert des biens et dans la rédaction du testament, a-t-elle déclaré, sa voix ferme résonnant dans la salle silencieuse. Madame Lucia Almeida a droit à 50% de tous les biens, y compris le restaurant Bella Tavola. La salle a éclaté en applaudissements spontanés, vite étouffés par l'huissier. Carmen me serre la main, les larmes aux yeux. Le docteur Luciano s'autorise un discret sourire de satisfaction. De l'autre côté de la salle, Elena sanglotait ouvertement, tandis que Miguel parlait furieusement à ses avocats, le visage rouge d'indignation. Le juge poursuit. En outre, j'ordonne une indemnisation pour dommages moraux d'un montant de 300 000 réais à verser par les défendeurs à la plaignante en reconnaissance du préjudice émotionnel causé par leurs actions. Un autre son de cloche retentit dans la salle. C'est une somme importante, surtout si l'on considère la situation financière déjà précaire du restaurant. Maintenant, poursuit la juge en ajustant à nouveau ses lunettes, il s'agit de la mise en œuvre pratique de cette décision. Comment voulez-vous procéder au partage des biens, Madame Almeida? Tout le monde s'est tu pour entendre ma réponse. J'avais beaucoup réfléchi à cette question au cours des semaines précédant le procès. Que voulais-je vraiment? Retourner à Bella Tavola, travailler aux côtés des fils qui m'avaient trahi, forcer la vente du restaurant et partager les bénéfices? Aucune de ces options ne me semblait satisfaisante. Je ne veux pas du restaurant, ai-je déclaré à la stupéfaction générale. Je veux juste ce qui me revient de droit, une compensation pour le temps où j'ai été exclue et la reconnaissance publique du fait que j'ai été cofondatrice. Maman, Elena s'approche, des larmes coulent sur son visage tuméfié. Miguel lui saisit le bras, essayant de la retenir, mais elle s'éloigne. Je ne veux pas d'un autre endroit où l'on m'a oubliée, ai-je poursuivi en regardant directement mes enfants. Bella Tavola est morte pour moi le jour où vous avez décidé que je ne méritais pas d'être là. J'ai ma propre voix maintenant. Le juge a hoché la tête en signe de compréhension. Votre décision est juste et sera respectée. J'ordonne également qu'une plaque soit installée à l'entrée du restaurant, reconnaissant Lucia Almeida comme la cofondatrice et la première chef de Bella Tavola pour une période minimale de 10 ans, indépendamment de tout changement de propriétaire ou de nom. J'ai quitté le palais de justice la tête haute, ignorant les journalistes qui tentèrent d'obtenir des déclarations. Car même, à côté de moi, ne pouvait contenir son sourire. « Tu as réussi, Lucia », m'a-t-elle dit en me serrant dans ses bras lorsque nous avons atteint le trottoir. La justice a été rendue. Oui, ai-je répondu, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Maintenant, je peux vraiment aller de l'avant. Dans les mois qui ont suivi la décision du tribunal, je me suis plongé corps et âme dans le développement du café Broken Glass. Avec l'indemnité que j'ai reçue, j'ai pu apporter les améliorations que je souhaitais tant. Une cuisine mieux équipée, un mobilier plus confortable et même une petite bibliothèque dans un coin de la salle avec des livres sur la gastronomie, l'histoire des femmes et l'entrepreneuriat. Le café n'avait rien à voir avec Bella Tavola. Alors que le restaurant était formel, avec des nappes blanches et de l'argenterie, mon café était confortable et sans prétention. Les tables rustiques en bois contrastaient avec les différentes chaises, toutes achetées dans des friperies et restaurées avec amour. Sur les murs, en plus de mes photos prises au fil des ans, il y avait maintenant des portraits d'autres femmes, des participantes au cercle qui avaient surmonté leurs propres défis et reconstruit leur vie. J'ai accepté la proposition des femmes d'affaires d'étendre le concept de Broken Glass, mais en posant mes propres conditions. Chaque unité serait gérée par une femme de la région ayant vécu une histoire similaire, celle d'avoir surmonté des difficultés. Le décor pourrait varier, s'adaptant à la culture et au style de chaque région, mais la philosophie resterait la même. Un lieu d'accueil, d'autonomisation et de nouveaux départs. La première agence a ouvert ses portes 6 mois plus tard, dans une capitale voisine. La directrice était une ancienne cadre de 50 ans qui avait été licenciée après avoir dénoncé le harcèlement sexuel de son supérieur et qui avait découvert par la suite que son mari de 30 ans l'avait trompée avec sa secrétaire. « Le verre brisé m'a sauvée », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie d'ouverture, submergée par émotion. J'ai trouvé ici non seulement un soutien émotionnel, mais aussi un modèle d'entreprise auquel je crois profondément. En l'espace d'1 an, nous avions 5 unités à travers le pays. En 2 ans, 17. Chacune avec ses particularités, mais toutes reliées par le même réseau de soutien, la même philosophie. Notre fonds d'investissement,
créé avec une partie des bénéfices, avait déjà aidé plus d'une centaine de femmes à créer leur propre entreprise à la suite d'un divorce ou d'un conflit de propriété. Nous avons offert des microcrédits, des conseils et un mentorat. C était plus qu'une entreprise. C était un mouvement. L'unité d'origine, que je dirige toujours personnellement à l'âge de 67 ans, est toujours la plus active. Les gens parcourent des centaines de kilomètres pour me rencontrer, pour entendre mon histoire directement de ma bouche. Souvent, ce sont des femmes qui amènent leur mère, leur grand-mère, à la recherche d'inspiration pour leur propre lutte. Quant à Bella Tavola, Miguel et Elena ont essayé de la maintenir pendant près d'un an après le procès. Sans moi, sans Mariana, qui a disparu aussi vite qu'elle était apparue dans ma vie, j'ai appris qu'elle était dans un autre état, avec un autre homme d'âge moyen. Et avec une réputation sérieusement entachée, le restaurant a continué à décliner. Des changements désespérés ont été apportés au menu, à la décoration, à la structure des prix, rien n'y fait. L'enseigne ordonnée par le juge à l'entrée, Bella Tavola, fondée par Alfredo et Lucia Almeida en 1975, semblait être un rappel constant de tout ce qu'ils avaient perdu. Finalement, sous la pression des créanciers, ils ont été contraints de vendre le restaurant à un groupe d'investisseurs extérieurs à la ville. Le nouveau propriétaire a fermé l'établissement pour le rénover complètement. Les portes n'ont jamais été rouvertes. Elena est venue me voir environ 3 mois après la vente. Elle était plus mince, avec des cernes profonds sous les yeux, et semblait avoir vieilli de plusieurs années en l'espace de quelques mois. Elle a amené le petit Antonio, qui a maintenant presque 2 ans, un enfant bavard et curieux qui a exploré mon appartement avec enthousiasme pendant que nous parlions. Nous sommes fauchés, maman, avoue-t-elle, les larmes aux yeux. Et Miguel a tout perdu en essayant de sauver le restaurant. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur se serre. Malgré tout, C était ma fille. La fille qui avait chanté faux dans les pièces de théâtre de l'école, qui avait fait des cartes de fête des mères avec des nouilles collantes et des paillettes. « Où vis-tu » demandai-je. « Chez un ami, temporairement. Miguel est retourné vivre chez ses beaux-parents. » Elle a hésité, comme si elle rassemblait son courage. « Je me suis trompée, maman. Nous nous sommes trompés. Mariana nous a manipulés, mais nous l'avons laissé faire. Par cupidité, par arrogance. Nous pensions que nous pouvions faire mieux que vous. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu qu'il continue. J'ai compris trop tard ce qui comptait vraiment. » A-t-elle essuyé une larme. La famille, l'honnêteté, le travail dur et honnête. Tout ce que vous nous avez toujours enseigné et que nous avons ignoré. J'ai regardé mon petit-fils, qui jouait joyeusement avec un jeu de casserole que j'avais acheté spécialement pour ses visites. Des visites qui n'ont commencé à se produire que récemment, après une longue insistance de ma part. « Qu'attends-tu de moi, Elena ?» demandai-je directement. « Je suis juste venue m'excuser et te dire que je t'aime, et te dire que je t'aime, malgré tout, et que je veux qu'Antonio grandisse en sachant qu'il a une grand-mère incroyable. Quelque chose s'est brisé en moi, la dernière barrière de ressentiment que j'avais érigée. J'ai serré ma fille dans mes bras, m'autorisant à pleurer avec elle. Ce N n'était pas un happy end hollywoodien. Ce N n'était pas un effacement magique de tous les chagrins. C était un redémarrage lent et prudent. Miguel a mis plus de temps à revenir. Sa fierté était plus grande. Lorsqu'il s'est finalement présenté, près de 6 mois plus tard, il était visiblement déprimé. Il avait trouvé un emploi modeste dans un cabinet d'experts comptables, lui qui avait autrefois dirigé sa propre société de conseil. Nous avons parlé longuement, douloureusement, exposant au grand jour des blessures qui avaient besoin de guérir. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes complètement », a-t-il dit à la fin. « Je veux juste avoir une chance de reconstruire quelque chose, d'une manière ou d'une autre. » Je lui ai proposé un poste administratif au centre du verre cassé. Pas dans la gestion directe des cafés, ai-je expliqué, c'est encore exclusivement féminin. Mais nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour coordonner l'expansion nationale. Il a humblement accepté. Il a commencé par le bas, apprenant tous les aspects de l'entreprise qu'il avait contribué à créer. Il n'était pas le protagoniste. Il n'était pas le patron. Et paradoxalement, cela lui a fait du bien. Pour la première fois de sa vie, Miguel travaillait à construire quelque chose de plus grand que son propre ego. Ce matin, je me suis rendu dans l'ancien bâtiment de la Bella Tavola. Il est fermé depuis des mois, avec un panneau « à louer » sur la porte.
J'ai ressenti une pointe de tristesse en regardant ces fenêtres où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Tant de souvenirs, tant de rêves, tant de réussites. Alfredo serait-il fier de moi aujourd'hui? Ou furieux? Je ne le saurai jamais, mais je sais que je suis fier de moi, de ce que j'ai construit à partir des ruines, de ce que j'ai transformé à partir de la douleur. Je suis retourné au café et j'ai servi un autre morceau de gâteau à un client, un touriste qui était venu spécialement pour rencontrer la célèbre Donna Lucia do Vidro Quebrado. Sur le mur principal, dans un cadre simple, j'ai posé une plaque qui résume tout ce que j'ai appris. Le patrimoine n'est pas ce qu'on vous laisse, c'est ce que vous choisissez de transmettre. J'ai fêté mon 70e anniversaire au Broken Glass Café d'origine. 5 ans étaient écoulés depuis l'audience au tribunal, depuis que j'avais décidé de suivre une toute nouvelle voie. C était une fête simple mais pleine de sens, à laquelle participaient les personnes qui comptaient vraiment dans ma vie. Carmen, aujourd'hui âgée de 75 ans mais toujours aussi énergique, a prononcé un discours émouvant sur notre amitié. Elena a amené le petit Antonio, qui a maintenant presque 6 ans et qui est fasciné par l'idée d'aider grand-mère Lucia dans la cuisine. Miguel est venu avec sa nouvelle petite amie, une femme de son âge, veuve comme moi, qui l'a traitée avec une chaleur qui m'a fait sourire. Le docteur Luciano est apparu brièvement, muni de documents montrant les résultats impressionnants de notre fonds de soutien aux femmes entrepreneurs. Plus de 200 en ont bénéficié directement, avec un taux de réussite de 78%, bien supérieur à la moyenne nationale. Les directeurs des succursales de Vidro Quebrado sont venus de tout le pays pour la célébration. Ils ont raconté comment le concept avait transformé non seulement leur vie, mais aussi des communautés entières. Dans une ville de campagne, le cercle local a réussi à modifier une loi municipale sur les droits des femmes après des années de plaidoyer. Ce soir-là, alors que tout le monde était parti et que je rangeais avant la fermeture, j'ai reçu une visite inattendue. Une dame octogénaire, élégamment vêtue, dont le visage M était vaguement familier. « Madame Lucia ?» a-t-elle demandé en hésitant. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Béatrice, la maman de Mariana. » Mon cœur s'est emballé. Mariana, le nom qui avait représenté la trahison et la douleur dans ma vie pendant si longtemps. « Oui, bien sûr !» répondis-je, en indiquant une chaise. « Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose ?»« Non, merci », dit-elle en s'asseyant, ses mains ridées, tremblant légèrement. « Je suis juste venue pour m'excuser pour ce que ma fille a fait à votre famille. » Je me suis assis en face d'elle, surpris par cette visite tardive. « Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis des années, » ai-je fait remarquer. « Moi non plus », a répondu la dame avec tristesse. « Mariana a toujours été problématique depuis qu'elle est jeune, toujours à la recherche de raccourcis, toujours à manipuler les situations. Cette habitude avec des hommes plus âgés, elle n'était pas la première. Je suis restée silencieuse, lui laissant le champ libre pour continuer. « J'ai vu votre histoire dans un magazine », a-t-elle poursuivi. J'ai immédiatement reconnu le schéma. J'ai voulu venir avant, mais la honte était trop grande. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai compris que je ne pouvais pas quitter ce monde sans au moins essayer de réparer une partie du mal causé par ma fille. J'ai regardé le visage de cette dame, marqué par des années de souffrance. Une souffrance différente de la mienne, mais tout aussi profonde. Qu'est-ce que cela doit être que de porter le poids des actes d'une personne que l'on a élevée, que l'on aime malgré tout? « Madame Béatrice, » ai-je répondu avec douceur, « vous n'êtes pas responsable des actes de votre fille adulte. Chacun est responsable de ses choix. Mais c'est moi qui l'ai élevée, insiste-t-elle, les larmes aux yeux. Peut-être que si j'avais été plus ferme, si j'avais compris les signes plus tôt, nous sommes tous imparfaits, ai-je interrompu doucement. Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. J'ai 2 enfants qui ont pris des décisions terribles, qui m'ont profondément blessée. Cela ne veut pas dire que j'ai complètement échoué en tant que mère. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a parlé de Mariana, la fille brillante et manipulatrice qui avait appris dès son plus jeune âge à utiliser son intelligence pour obtenir ce qu'elle voulait aux dépens des autres. Les problèmes de l'adolescence, les relations destructrices, la recherche constante de raccourcis vers le succès et le confort matériel. Les dernières nouvelles, dit Béatrice à la fin, c'est qu'elle est en Europe, avec un homme d'affaires autrichien, un autre homme assez vieux pour être son père. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, j'ai ressenti une impulsion inexplicable. Je l'ai serrée dans mes bras. Cette étrangère qui, d'une certaine manière,
était aussi une victime dans toute cette histoire. Elle m'a rendu mon étreinte avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. « Merci », a-t-elle murmuré contre mon épaule, pour m'avoir écouté, de ne pas me haïr. « La haine est un fardeau trop lourd à porter longtemps », ai-je répondu, me surprenant moi-même de la vérité de ces mots. Après le départ de Madame Béatry, je suis restée seule dans le café, réfléchissant aux étranges chemins que la vie nous fait prendre. Il y a 5 ans, je n'aurais jamais pu imaginer où je serais aujourd'hui, propriétaire d'une chaîne de café en pleine expansion, source d'inspiration pour les femmes de tout le pays, réconciliée, bien qu'imparfaitement, avec mes enfants. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Elena, qui s'assurait que J était bien rentrée à la maison après la fête. Un simple geste de sollicitude que, des années auparavant, j'aurais considéré comme normal. Aujourd'hui, il signifiait tout un monde de reconquête, de reconstruction patiente de la confiance. « Je suis encore au café », ai-je répondu. « J'organise quelques trucs. »« Ne travaille pas trop, maman », m'a-t-elle dit. Et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Au demain, Antonio veut faire des crêpes avec toi. Il dit que seule grand-mère sait exactement comment faire des crêpes. Je serai là à 9h, ai-je promis, ressentant cette chaleur particulière que seul l'amour familial, avec toutes ses complexités, peut procurer. Le lendemain matin, je me suis rendue à l'ancienne adresse de Bella Tavola. Une impulsion que je ne pouvais pas vraiment expliquer m'y a conduit. Le bâtiment était toujours fermé, mais j'ai remarqué quelque chose de différent. Le panneau « à louer » avait été remplacé par un panneau « vendu ». J'ai regardé la façade pendant quelques minutes, me remémorant des décennies de travail, de bonheur et de réussite. Je n'ai plus ressenti cette douleur aiguë, ce sentiment d'avoir été volé, juste une douce nostalgie, comme si je regardais l'album photo d'une vie qui n'existe plus. Un homme des âges moyens s'est approché, portant une mallette et observant le bâtiment avec un intérêt professionnel. « Vous connaissez le restaurant qui était ouvert ici ?» demande-t-il poliment. « Oui », répondis-je avec un sourire serein. « J'en ai été le chef et le copropriétaire pendant 50 ans. » Madame Lucia, ses yeux écarquillant de reconnaissance. Quelle incroyable coïncidence. Je suis Roberto, l'architecte engagé par les nouveaux propriétaires pour rénover l'espace. Je suis curieux de savoir si vous allez rouvrir le restaurant. Pas exactement, sourit-il, l'air soudainement enthousiaste. En fait, j'aimerais beaucoup vous en parler. Les nouveaux propriétaires préparent quelque chose de très spécial et votre point de vue serait inestimable. J'ai accepté l'invitation à prendre un café sur le trottoir devant l'immeuble qui avait été mon univers. Roberto m'a expliqué que les nouveaux propriétaires étaient un groupe d'anciens étudiants en gastronomie de l'université locale. Ils voulaient transformer l'espace en un centre culturel gastronomique avec une école de cuisine, un petit musée sur l'histoire de la gastronomie régionale et un café-école où les étudiants à faible revenu pourraient apprendre le métier. Et ils aimeraient que vous y participiez d'une manière ou d'une autre, a-t-il conclu. Votre histoire est une source d'inspiration. Je suis restée silencieuse quelques instants, absorbant la proposition. L'univers a un sens de l'humour particulier, me suis-je dit. L'endroit que j'avais perdu de force revenait dans ma vie, d'une manière tout à fait inattendue. Dites-leur que je serais heureux de collaborer, ai-je finalement répondu. Pas en tant qu'investisseur ou propriétaire, mais en tant que consultant, en tant que gardien de la mémoire. En prenant congé de Roberto, j'ai ressenti une sérénité que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai marché lentement jusque à l'appartement d'Elena, où Antonio m'attendait pour notre leçon de crêpes. En chemin, je suis passé devant le Broken Glass Café, ma véritable conquête, mon véritable héritage. Le café était occupé, même si était si tôt. Je suis entrée brièvement pour vérifier que tout se passait bien. La gérante, une jeune femme brillante, qui avait commencé comme serveuse et qui dirigeait maintenant l'établissement avec une compétence qui me remplissait de fierté, a souri en me voyant. « Madame Lucia, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je suis juste passée dire bonjour », ai-je répondu en observant avec plaisir l'atmosphère chaleureuse et dynamique que nous avions créée ensemble. Sur les murs, outre des photos de moi et d'autres femmes du cercle, il y avait maintenant une fresque où les clientes laissaient des messages de gratitude et d'espoir. Sur le mur principal, encadré dans un simple cadre que j'avais posé il y a des années, la plaque qui résumait mon parcours était toujours en évidence. L'héritage n'est pas ce qu'il vous laisse, c'est ce que vous choisissez de transmettre. J'ai quitté le café
et j'ai poursuivi mon chemin sous le soleil agréable de ce matin-là. À 70 ans, j'avais appris que la vie se déroule rarement comme prévu, qu'il faut parfois se briser pour découvrir de nouvelles façons d'exister, que le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les valeurs que nous choisissons d'honorer, les batailles que nous décidons de mener, l'héritage que nous construisons de nos propres mains. Bella Tavola m'avait été injustement enlevée, mais ce que j'avais construit à partir de cette perte, le Broken Glass Café, le mouvement qui a inspiré des centaines de femmes, la réconciliation imparfaite mais sincère avec mes enfants, était infiniment plus précieux que n'importe quel restaurant. Parce que les vitrines brisées reflètent la lumière d'une manière que les vitrines intactes ne pourront jamais refléter. Et moi, à 70 ans, j'avais enfin découvert comment briller avec toutes mes fractures, toutes mes cicatrices, toute ma sagesse durement acquise. Je suis arrivée à l'appartement d'Elena, où mon petit-fils m'attendait déjà avec impatience, un tablier d'enfant noué autour de la taille, grimpant sur un tabouret pour atteindre le plan de travail de la cuisine. « Maman !» s'exclame-t-il, les yeux brillants d'impatience. « Nous allons faire les meilleures crêpes du monde ? Les meilleures !» ai-je promis en l'embrassant sur le front et en attachant mon propre tablier. « Ensuite, je te raconterai une histoire. »« Quelle histoire, grand-mère ?» demande-t-il, curieux. J'ai échangé un regard complice avec Elena, qui observait la scène depuis la porte de la cuisine. L'histoire de la nécessité de perdre quelque chose de précieux pour trouver quelque chose d'encore plus précieux. Et tandis que j'enseignais à mon petit-fils comment mélanger les ingrédients dans les bonnes proportions, ni trop liquide, ni trop ferme, le secret que j'avais transmis à Elena et que je transmets maintenant à la génération suivante, j'y éprouvais un profond sentiment de gratitude pour le voyage qui m'avait mené jusqu'ici. Bella Tavola n'existait plus. Mais son héritage, le vrai, celui qui compte vraiment, a vécu entre mes mains, entre les mains de mon petit-fils et entre les mains de toutes les femmes qui ont trouvé la force de recommencer, inspirées par l'histoire de cette dame qui, à l'âge de 65 ans, a reconstruit sa vie à partir des éclats d'une trahison. Parce qu'un véritable héritage n'est pas fait de cristal, fragile et transparent. Un véritable héritage est fait de verre trempé par le feu de l'adversité, qui peut se briser, mais ne se brise jamais complètement. Et même lorsqu'il est brisé, il continue à refléter la lumière de manière surprenante et magnifique.